Bonjour. Bonjour. Alors, je suis aujourd'hui avec Alain Lédé, discret fondateur du salon e-commerce, j'allais dire, c'est vrai. Et nous allons parler ensemble de croissance et d'entrepreneuriat en revenant un peu sur l'histoire du salon et la manière dont cette entreprise est née et s'est développée. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît forcément l'histoire et la manière dont s'est développé le salon e-commerce. Voilà. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse, et là où j'aimerais bien effectivement t'interroger un tout petit peu, c'est de comprendre comment, dans la réalité, on développe peu à peu de la croissance. Parce que souvent, quand on raconte l'histoire, même si c'est l'exercice qu'on va faire, quand on raconte l'histoire a posteriori, on scénarise, on s'attarde plus tellement sur la manière dont ça s'est passé. Or, ce qui est souvent source d'inspiration et d'enseignement pour les autres, c'est vraiment de voir comment les choses se sont passées et le rôle que le hasard, les coïncidences, il y a plein de choses que jouent là-dedans. Voilà. Donc, typiquement, à quel moment on sent qu'on tient le bon bout? Est-ce que c'est une seule décision? Est-ce que c'est un processus? Est-ce qu'il y a un seul modèle d'accélération ou de développement qui fonctionne? Pour faire écho un peu à ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu des startups ou pas, voilà. Donc, on va explorer tout ça aujourd'hui avec toi, Alain. On va essayer. Oui, bah, je suis sûre qu'il y a plein de choses intéressantes à nous dire. Alors, aujourd'hui, peut-être pour commencer par te raconter plus ton actualité, puisque toi, tu as revendu le salon. Tu es aujourd'hui investisseur et business angel. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours à toi avant de rentrer dans le détail du salon et les dates clés ou quoi tu considères être clés ou importantes? Ça fait 30 ans que je suis dans l'e-commerce, en fait. 10 ans comme journaliste, d'abord, pigiste dans tout un tas de journaux à zéro informatique, notamment à Libération, bon. Et toujours spécialisé sur le numérique. En 95, deuxième étape, j'ai créé un canard qui s'appelle Business. Donc là, je suis passé dans le cadre entrepreneuriat en créant quelque chose. J'avais 30 ans, donc j'ai eu le temps de faire quelque chose. Donc là, on a vendu, donc j'ai été éditeur pendant 15 ans, on était en délai d'information, des magazines, des annuaires. Et à partir de 2000-2001, j'ai commencé à m'intéresser en fait aux conférences, avant d'attaquer les salons. Et en fait, en analysant le marché, j'ai considéré qu'il y avait un petit problème, c'est qu'il y a énormément d'offreurs sur ce marché du e-commerce qui étaient passionnants et qui n'avaient pas de tribune pour parler, quoi. Maintenant, donc on a trouvé une formule qui me semble un petit peu bancale, mais qui était attestée, qui était de les faire payer eux pour parler, avec une gratuité en face pour les auditeurs. Tout en évitant, autant que faire se peut, que les conférences soient trop commerciales. Et donc on a éditorialisé tout ça, et on a commencé à faire des mini-journées ou des journées thématiques sur l'hébergement, sur le paiement sécurisé, sur tout un tas de sujets liés au e-commerce. Et donc, bon, et ça commençait à bien marcher. En fait, on prenait 4 concurrents sur un marché. Donc, on analysait le marché, on prenait 4 concurrents, confrères, quoi, et on les invitait à venir sur une demi-journée expliquer ce qu'ils faisaient, l'état de leur plateforme, et de leur développement, de leur vision du marché, et on les invitait à venir avec des clients. Parce que les clients lui restituent la chose de façon très pratique, très différente, en fait. Et ce qui fait que pour les auditeurs, avoir sur une journée les principaux acteurs du marché qui venaient expliquer, qui venaient faire de la pédagogie sur leurs offres, avec des clients qui venaient témoigner des usages, et bien c'était extra, ils étaient super contents. Donc, voilà. Donc ça, c'est le modèle qu'on a mis en place en 2001-2002, qu'on a testé sur tout un tas de sujets. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ce métier-là, c'était sympa, mais qu'il fallait faire 2 efforts, donc réunir des clients, et après faire venir de l'audience. Et un jour, je me suis dit, tiens, mais ce qu'on va faire, on va prendre tous nos sujets, puis on va faire une convention e-commerce, parce que le thème transversal de tous ces sujets, c'est l'e-commerce. Et c'était le premier salon e-commerce, en fait, en 2004. Alors, là, du coup, on va sauter tout de suite à la fin. Voilà, pour après refaire étape par étape, effectivement. Parce que du coup, je pense que c'est intéressant, c'est de voir quel a été l'aboutissement. C'est-à-dire, pour refaire après le chemin parcouru, quels étaient, j'ai envie de dire, les chiffres clés du salon que tu peux partager, oui. Bien sûr, oui. Quand toi, tu as quitté l'aventure, que ce soit en taille, en nombre de visiteurs, en chiffre d'affaires, en nombre d'exposants, je ne sais pas quels sont les éléments. Voilà. C'est une aventure qui a décollé. La première édition, on a eu 1500 visiteurs pour une quinzaine enfin, c'est pas des exposants, c'était juste des tables posées sur des... Voilà. Et puis, par contre, déjà une vingtaine de conférences. Et après, le salon a doublé de taille tous les ans. Ah donc, oui, donc c'est simple, c'est facile de suivre la croissance dans un cas comme ça. 1500 personnes la première année, 3000 la suivante, 6000 la troisième année,
Elle devient même stupéfaite du truc. 12 000 la 4e année. Alors là, on était oh avec en plus une croissance. Donc, tout ça pour arriver on a stabilisé après entre la 8e et la 10e édition à peu près 30 000 personnes par édition et 500 exposants. 500 exposants, 350 conférences, 15 salles de conférences ouvertes en parallèle pendant 3 jours. Enfin, c'était vraiment la fête du commerce, quoi. Alors, ça y est toujours. Il y a toujours une quinzaine de salles de conférences ouvertes et puis à peu près le même nombre d'exposants. Alors, du coup, ma question suivante, c'était de rentrer un peu dans le détail de comment ça a démarré. Et j'ai envie de dire, avant de parler de la première action, c'était presque de dire dans ta tête quelles étaient les pensées ou les envies ou les choses que tu as observées qui ont déclenché ça. Donc, tu as commencé un peu à y répondre au début, mais si on décompose un peu, est-ce que... On songeait vraiment pas vraiment à avoir ce succès-là du tout, quoi. L'idée principale était vraiment de partager la compétence qu'il y avait dans l'e-commerce née dans le monde des prestataires, faire trouver un modèle pour qu'ils partagent aisément, intelligemment avec le public. Donc pour que le monde se cultive et puis apprenne à mieux faire du e-commerce. Et c'est ça qui a marché. Et puis on s'est rendu compte en avançant que le salon c'est un métier, qu'il fallait le faire aussi. Enfin, c'est un métier, quoi. Donc il y avait savoir faire les stands, savoir les vendre, savoir organiser un salon, savoir gérer 20 000 personnes qui arrivent en 2 heures de temps, c'est un métier aussi. Bon, il y a tout un tas sur un business plan de salon, il y a quand même 500 lignes. Hein. Il y a 500 lignes de budget, donc c'est quand même assez compliqué quand même. Et toi, tu disais qu'au départ, tu étais journaliste. Comment on passe de l'un à l'autre, ou est-ce que c'est plutôt ton regard de journaliste qui t'a amené progressivement de passer de l'un à l'autre? Je pense que ce qui a fait le succès de ça, c'est l'éditorialisation effectivement du sujet, quoi. C'est vraiment une démarche éditoriale quelque part, d'organiser la présence de 500 conférenciers et de 500 stands, de les mettre sur des îlots qui soient compatibles. C'est vraiment de la compétence de gestion de l'information quelque part. Donc moi, ce qui m'a effectivement beaucoup servi, c'est cette savoir-faire de journalisme où on a de l'info brute et puis après on la hiérarchise, on la classe, on la met en forme et puis on tente de sortir des grands thèmes pour les mettre en avant. Tu penses que c'était une des clés du succès aujourd'hui, a posteriori, ou pas forcément? Oui, je pense. La bonne maîtrise du thème est une clé du succès, clairement, quoi. Sur beaucoup de salons high-tech, il faut ça. C'est tellement... Il ne serait pas venu l'idée d'aller faire un salon de la pharmacie, par exemple. Je ne connais rien du tout, quoi. Et quand je me rends dans une pharmacie, quand je vois l'univers, c'est très complexe, en fait. Donc, quand on est formé, tout va bien. Quand on ne l'est pas, on a un souci. Si tu devais décomposer en étapes, alors au-delà du fait de faire 50% de croissance de plus chaque année, tu dirais que les grandes étapes, c'était quoi pour toi? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu dis maintenant là, ça a passé de cap, là, ça on a passé de cap. C'était quoi les différentes étapes? L'histoire ne serait pas complète si on ne racontait pas autre chose quand même. Il n'y a pas eu qu'un seul salon. Oui. C'est-à-dire qu'en 2004, on a lancé le commerce. Mais après, en 2007, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de conférenciers ou d'exposants sur le monde du e-marketing et qu'il était peut-être utile de leur faire un salon pour eux. Donc, on a lancé e-marketing Paris en 2007. Première édition, 100 exposants, 6 000 personnes. Et en fait, parallèlement à ça, on avait aussi des salons sur la dématérialisation, sur les échanges de données informatiques informatisés avec Edifrance à l'époque, avec la FNTC, sur la dématérialisation. Bon. On avait aussi des séances sur l'IH, on en faisait en région, on en faisait à Bruxelles, on en faisait à Genève, on faisait 10 ou 12 événements par an quand même. Donc il n'y avait pas... Alors e-commerce était là, Paris était la locomotive. Et donc pour faire tout ça, en fait, on s'est structuré comme une édition, vraiment comme une société d'édition de salon, avec des équipes marketing, des équipes de vente, des équipes de contenu. J'avais pas mal de gens qui sont pour gérer du contenu avec moi, pour mener tout de front, quoi, en fait. Quand toi tu as vendu, vous étiez combien dans votre société? On était une trentaine et une dizaine de personnes autour qui étaient presque des récurrents, en fait, une quarantaine. Et donc du coup, pour revenir sur ma question des étapes, pour toi, est-ce que ce développement international ou thématique, c'est ça les étapes, ou est-ce que c'est autre chose, c'est une question de taille, c'est une question de... C'est encore une fois que bon, le projet initial, e-business, c'est quoi? Le business, c'est quoi? C'est tout ce que touche Internet dans l'entreprise. C'est ça le business. Donc ça touche les ventes, c'est l'e-commerce, ça touche les achats, c'est le procurement, le e-achat, ça touche les RH
C'est énorme le sujet, enfin, le IRH, c'est un sujet incroyable. Il y a 300 éditeurs de soft ou de solutions pour les RH en France, sur Internet. Donc c'est en plus avec une très grosse créativité. On a fait des salons là-dessus aussi. Donc le e-business, c'est tout ça. On a tenté de restituer tout ça aussi complètement, aussi diversement que possible. C'est ça le projet en fait sur le fond. Et puis ce qui a prévalu à la session, c'est que nous on arrivait à un plateau moi j'avais pu aller au-delà, quoi. C'est très gourmand financièrement en plus de faire ce genre d'événement parce que ouais, enfin, c'est une activité assez gourmande en termes de finances. Et la seule ligne des voies de progression était le fait de le dupliquer à l'étranger. Et on a rencontré on a été pas mal abordé par différents industriels, et donc on a convolé avec Comexposium. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme on le souhaitait pour différentes raisons, mais néanmoins on a fait des projets avec eux, on a lancé typiquement e-commerce one-to-one, qui est un super événement. Eux pour le coup, c'est un modèle qu'ils avaient dans leur giron qu'on connaissait mal, donc le fait de faire des rendez-vous d'affaires en fait de haut niveau. On a fait les 2 premières éditions, j'ai fait les 2 premières éditions, et après j'ai passé après je les ai quittées, mais ça se passe encore très très bien. Pour en revenir à quand c'était toi qui étais aux commandes, quand vous preniez des décisions d'ouvrir de nouveaux salons ou de nouveaux thèmes, etc., qu'est-ce qui était le déclencheur? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste le flair de se dire, non, mais là, il y a du... Oui, mais vous avez quand même fait des choses, vous n'avez pas tout fait en même temps. Donc, pourquoi tel pays plutôt qu'un autre? Pourquoi tel sujet avant un autre? Ça se faisait comment, en fait? Sur les pays, on a fait des erreurs, parce que c'est quand même typiquement la Belgique, on a fait une fois, parce que on a découvert en avançant, on m'avait prévenu qu'il faut quand même faire les salons en 3 langues, quoi. En néerlandais, en anglais, en français. Et ben c'est un sport, ça, tu vois. C'est un sport. Nous, on l'a fait qu'en français, un petit peu en anglais. On s'est fait insulter par les Néerlandais. Ah oui. On a insulté. On recevait des mails, mais c'était juste terrible, quoi. On a fait ça à Bruxelles. Bon, voilà. Non, ce qui préside, c'est la certitude d'avoir un vrai marché pas révélé quelque part. Qui pense sur le IRH. Avec un expert du sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait 300 éditeurs de solutions, qu'il n'y avait pas de tribune encore à ce moment-là pour s'exprimer. Sur la première édition, on a eu la première conférence de vidéo, par exemple. La première sortie officielle de Tan Serpati, c'était sur IRH en 2008, je crois, ou 2007, ouais. Par là, quoi. Bon. Et ben voilà, donc il était ravi de venir avec ses équipes pour expliquer ce qu'il faisait, parce qu'il n'avait pas de tribune pour le faire. Et on avait une quarantaine d'éditeurs. Voilà. Donc c'est quand on sent qu'il y a un vrai sujet, qu'il n'est pas adressé et qu'on peut le faire avec notre modèle. C'est tout en fait, c'est simple. Et ça, c'était une intuition personnelle ou c'était un travail entre guillemets d'équipe ou comment tu validais quelque part que là, à ce sujet, on y va et puis l'autre, tu dis je le sens pas ou tu prenais des décisions tout seul, tu consultes des équipes. Il y a quand même l'engorgement d'équipe parce que déjà, e-commerce plus e-marketing, c'est déjà... E-commerce, c'est 6 mois de travail. Hein. Ouais. E-marketing, c'était plus de 2 à 3 mois. Donc après, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire le reste. Donc, non, et c'était là, en l'occurrence, sur ce salon, c'était avec un partenaire, un spécialiste du sujet, Laurent Pillet, qui nous a éclairé sur la profondeur. Et on a décidé en 10 minutes, je me souviens, où ça se passait et quand ça se passait. Et ouais, donc tu peux faire quoi? Tu peux faire ça, ok, tu fais tu t'allumes, ok, bon bah. Ok, c'est bon, on y va. On l'a fait. Donc le roi du business plan, alors. Le pire, c'était e-marketing Paris. Parce on sortait d'e-commerce donc en 2006. Notre 3e édition, on a eu 6000 personnes. Et on s'est dit, mince, il y a quand même un vrai sujet. Et moi, je voyais bien que je sentais que je pouvais occuper mon équipe 2 fois par an, en fait, avoir 2 vrais rendez-vous. Donc, un premier semestre et un second. On avait le rendez-vous second semestre, il fallait un rendez-vous premier semestre. Très bien. On se dit, ok, le sujet du marketing est un sujet où il y a énormément de choses qui vont se passer, qui se passent déjà. Donc, typiquement, c'était le début de la vidéo sur Internet à l'époque. On dit, ok, on y va, on structure le thème, et après on cherche une salle. Et là, pas de chance, on était en octobre, et on trouve pas de salle. Porte-maillot était plein, on trouvait rien à la porte de Versailles. Voilà, on était un peu coincé. Et par hasard, on tombe sur la porte sur la Villette, qui était, elle, dispo fin janvier. Il nous restait 3 mois, à peine 3 mois. Alors là,
Et on a dit, bon, bah, on tente, on y va, puis on est allé, quoi. Enfin, et là, c'est à fond, hein. C'est 2 mois et demi à fond, quoi. Enfin, il n'y a pas eu Noël, il n'y a pas eu de premier Noël, il n'y a rien. Et ça s'est passé merveilleusement bien. La première édition, il y avait 6 000 personnes, 100 exposants. C'était un peu, l'endroit était biscornu en plus, c'était un peu étrange. Une expo sur plusieurs plateaux. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'on l'a fait ici, dans celui-là, parce que voilà, l'année suivante, on est allé porte-maillot pour faire. Voilà. Dans toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des moments critiques par exemple, où ça pouvait être quitte ou double, où ça aurait pu partir dans une autre direction Non, les moments critiques, c'était tout le temps critique, parce que... critique pas attendue par rapport au timing de production, etc., mais critique pour le business, pour l'activité de la société. C'est très tendu, parce que moi j'avais vu quelques salons s'écrouler en l'espace d'un an ou deux. D'accord. C'est très... Donc, ce qui peut être critique, c'est la concurrence, par exemple. On va clairement avoir peur de la concurrence. Il y a quand même beaucoup de gros Américains, Allemands qui sont des pros des salons, qui pouvaient arriver en France avec des schémas, des modèles, et nous on les connaissait, donc on est là. Surtout s'ils ne bougent pas, c'est très bien. Ouais. Et ça s'est pas fait, ça? Non, ça s'est pas fait. On n'a pas eu ça à gérer. C'est très bien. Parce que là, c'est comment je sais pas, e-commerce Paris, par exemple, ça peut... En l'occurrence, ça s'est pas écoulé, mais ça... non, par contre, là, c'est en train de changer, puisque là, ça devient Paris Retail Week, ça fusionne avec d'autres événements, etc., etc. Ouais. Donc, on voit bien que... Oui. Je te demanderai pas de commenter là-dessus, c'est pas le sujet. Donc, autre question. Ouais, je trouve ça dommage. Parce que je sais pas très bien pourquoi ça se fait comme ça, mais c'est pas une bonne idée. Je pense pas. Même si cérébralement, c'est un vrai sujet, le e-commerce et online et physique se rejoignent, bon, très bien. Et grouper Kitmag et puis e-commerce pareil, c'est bien, mais non, c'est pas ce que j'aurais fait. Mais il faut ce qu'il a. Exactement. Avec toi, quelles sont les personnes qui ont joué un rôle clé dans le développement de l'entreprise? Et est-ce que, pas des individus, mais plutôt, est-ce que c'est des mêmes profils? Ma question, c'est à toutes les étapes, ou est-ce que c'est des profils différents? On a un gros staff de spécialistes du e-commerce déjà. Pierre Bérandès, par exemple, puis en interne, Pascal Samuel, différentes personnes avec qui je collaborais, bien des experts qui travaillaient avec nous, Laurent Pillet sur les RH. Bon, tous ces spécialistes en fait étaient vraiment un moteur énorme de l'avance de la structure. Avoir des gens compétents, ça se remplace pas. Et moi, malgré ma curiosité naturelle, j'arrive pas à tout savoir sur tout, loin de là. Et typiquement sur les RH, j'imaginais même pas qu'il puisse y avoir autant surtout un tel éventail d'offres, quoi. Il y a encore des sujets dans les commerces qui sont incroyables, absolument incroyables. Ça part dans tous les sens. Sur l'internet, c'est une espèce de truc en explosion permanente. Donc l'expertise, ça c'est très très important. Alors j'avais aussi un ami qui m'a cornaqué sur la partie financière, et ça c'est indispensable. C'est vrai que sans lui, je ne serais pas allé très loin. Enfin, je pense pas. On va peut-être trouver d'autres solutions, mais quelqu'un qui a du recul par rapport à l'entrepreneuriat aux entreprises et puis qui peut, en regardant des chiffres, dire attends, là, t'es à 6 mois, t'es un problème là, t'as un problème là, puis là, puis là, puis là. Donc, corrige tout le tir pour que ça se passe mieux. Ça, c'est cardinal dans le succès, quoi. J'avais aussi une force commerciale étonnante avec un garçon très très actif, et pas que lui, mais bon, Franck Prim. Qui a fait partie du succès du projet, clairement. Et puis voilà, puis quand il y a des personnes, des graphistes, des infographistes, un informaticien par exemple aussi, qui est l'un des compères, François Miron. François, si tu me regardes. C'était un type étonnant qui est proche de la retraite maintenant, mais qui a une compétence technique et qui nous a sorti de tas de problèmes. Sur le café, on prenait le café le matin, il nous écoutait, il nous disait, attendez, ça c'est... Il partait dans ce bureau, puis un quart d'heure après, c'était fait, quoi. Mais pour de vrai, et ça tournait après pendant 10 ans. Ce qui est assez rassurant. Et pour toi, quel rôle, est-ce qu'il y avait des différences entre les contributeurs, j'ai envie de dire internes, c'est-à-dire qui étaient employés dans l'entreprise, et les contributeurs ou les conseils externes? Et je te pose la question parce que ce serait intéressant aujourd'hui, du coup, par rapport à ton regard aujourd'hui d'investisseur, d'accompagnateur de start-up, de voir la part des uns et des autres et où tu mettais l'accent et qui contribue à quoi? Nous, on avait...
Bah, c'est bien d'avoir une sorte de conseil d'administration, enfin, qui a du recul par rapport au quotidien. Parce que on passe normalement son temps dans le quotidien, surtout quand il y a une masse d'infos aussi importante. 500 clients, c'est 500 ni un problème, quoi. Même un tout petit stand, il y a toujours un truc qui va pas, la maquette, la couleur de la maquette, et quand vous êtes sur le salon, c'est vous qui êtes le responsable. Donc vous avez beau avoir 15 personnes, et ils savent que c'est vous le patron. Donc ils viennent vous voir, et bon. Donc il y a une masse d'informations incroyables sur les thèmes de conférences, sur plein de choses. Donc c'est bien d'avoir effectivement cette couche de compétences qui regarde la boîte de loin, de plus haut, qui sait la jauger sur des fondamentaux, soit financiers, soit d'expertise d'entrepreneuriat, qui dit là et là, faut. Mais toi, c'était structuré pour toi? C'est-à-dire que tu avais mis en place un conseil d'administration ou un comité stratégique qui se réunissait de manière régulière, ou c'est plus des individus que tu sollicitais de manière informelle ou formelle, je sais pas. Ouais, c'est plus des individus, oui. Ouais. Oui, c'était des personnes sur le contenu, des personnes sur la technique, des personnes sur la gestion. Non, c'est principalement ça. Ça suffit en fait à avancer. Oui, mais c'est pour ça que je pose des questions. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, parfois, on a l'impression qu'il y a tellement de principes et de choses à mettre en place pour une start-up qui démarre qu'effectivement... voilà, c'est pour ça que moi j'aime ces entretiens, c'est pour voir comment dans la réalité d'autres ont très bien réussi, comment ils ont fait, quoi. Est-ce que c'est... Là, l'une des clés du succès, c'est aussi l'attraction du marché, quoi. Et le e-commerce a explosé en 10 ans, quoi. Nous, on a fait quelque part que surfer sur la vague de cette croissance. C'était des croissances à 2 chiffres pendant très très longtemps, et même à 3 chiffres des fois. Donc voilà, si vous savez écouter le marché, mettre en ordre les interventions, et ben voilà, les gens en face s'y retrouvent, c'est ce qu'ils ont besoin de résoudre chez eux dans leur entreprise, donc ils viennent vous voir pour essayer de comprendre, et puis donc c'est pas génial, hein. C'est juste de l'écoute. Mais bon, sauf que il n'y a pas grand monde qui le fait a priori, donc c'est dommage. Aujourd'hui, si je te dis croissance, le mot croissance, ça évoque quoi pour toi dans l'absolu? Ce que je comprends du mot croissance sur Internet, le problème c'est que c'est de l'hyper-croissance. Là, typiquement, je suis appliqué sur un projet où on est face à une potentielle hyper-croissance. Et ça, c'est pas le même jeu, quoi. La croissance, alors, on sent qu'il y a une traction qui est terrible. Et comment est-ce qu'on se structure, nous, aujourd'hui, pour anticiper une hyper-croissance? Ça, c'est le vrai sujet, quoi. Et c'est pas simple. Parce qu'il faut une hyper-croissance. On est souvent un peu surpris, je pense, par les montants levés par les startups, etc. Mais en fait, quand vous regardez le problème de prêt, c'est l'argent qu'il faut, quoi. Il faut ça. La Blackcard vient de lever 200 millions d'euros. Je comprends, enfin, s'il veut conquérir la planète, il faut ça et il manque peut-être même à zéro. Enfin, c'est des échelles délirantes, c'est des valorisations délirantes, c'est des tas de choses effectivement qui sortent de l'entendement classique, mais oui, mais c'est Internet, c'est global, c'est mondial, c'est très violent, quoi. Enfin, c'est de l'hyper-violence en fait. Donc il faut c'est l'hyper-croissance, c'est l'hyper-tout. C'est de l'hyper-économie, voilà. Et toi, quand tu as commencé l'aventure du salon, c'était quoi tes objectifs? Enfin, quels objectifs tu t'es donné finalement quand ça a commencé, etc. C'était quoi? C'était la croissance? C'était autre chose? C'était quoi? Je me demande comment on réfléchit ou quels étaient finalement tes objectifs à toi à cette époque. Non, sincèrement, on ne pensait pas du tout arriver à ça, quoi. D'accord. Si on m'avait dit que dans 8 ans après, on avait 500 exposants, 30 000 personnes qui venaient sur le rêve, pardon, vous êtes fou. Bon, parce que je ne m'étais pas assez posé moi sur le monde du salon, je manquais un peu de culture sur ce business-là, quoi. Et a posteriori, je me dis que j'aurais pu y penser. Ça aurait été bien merdé, je pense. Mais non, on a juste été porté par la croissance actuelle du sujet, des deux sujets. Du marketing et du commerce, et ça suffit, quoi. En organisant ça proprement, en répondant proprement en fait aux attentes du public, de nos publics, annonceurs et puis visiteurs, voilà, on a su organiser ça et ça a fonctionné. Tu n'as pas eu de besoin de financement externe? Non, grâce à mon directeur financier préféré,
D'accord, c'est bien. On a réussi à passer toutes les étapes correctement. Et c'était volontaire, c'est-à-dire que vous préfériez ne pas avoir à faire. On a eu des Ou est-ce que c'est une question qui s'est posée? Ouais. Si, pendant 5 ans, on était donc éditeur, donc on vendait de l'info. Je déconseille. Pourquoi? L'info, ça rapporte pas? Pas le dire. Non, ça rapporte pas. C'est terrifiant parce que ça rapporte toujours pas, mais il y a de moins en moins d'infos. Oui. Parce qu'on croit que le journaliste ne fait que recopier des choses, donc c'est faux. Le journaliste produit. Il produit de l'info. Et il y a de moins en moins d'argent qui concourt à ça, et c'est très très dommage parce que moi, comme vieux journaliste, je me souviens du groupe Test par exemple en 90, c'était énorme. Il y avait une quarantaine de journaux professionnels qui étaient juste excellents, quoi. Je lisais même avec Gourmandise, je me souviens, Electronic Magazine, qui était écrit à la perfection. Il y avait 50 pages par semaine sur la microélectronique et je ne comprenais pas grand chose. Mais c'était tellement bien écrit que c'était juste une friandise, quoi. Bon, cette presse-là, là, je pense, complètement disparu, quoi. Et c'est bien dommage. Et nous, donc, on a tenté malgré tout de faire des choses sur un modèle qui était le modèle de la lettre pro. Donc, on était des abonnements à 3000 francs par an, avec de l'info très pointue sur le monde du business en France et ailleurs. Et puis, ça, voilà, on a trouvé que ça vivotait. Là, on a eu quelques phases de refinancement pour aider à passer les années. Ma question, c'était là où je voulais en venir plutôt, c'est quel est le lien entre le choix de financement que tu fais et ta vision de la croissance ou du projet, vers où tu voulais l'emmener? C'était plus ce lien-là. Est-ce que c'était conscient ou est-ce que c'était plus de dire, bon là, on a besoin de ça pour passer l'étape d'après et on ne voit pas à 10 ans? Voilà, on a eu des tours de financement sur le début parce qu'il fallait qu'on ait du cash pour passer l'année. Mais après, une fois de lancer sur les salons, on n'a plus eu besoin de financement particulier. On était vraiment lancé, c'était de l'autofinancement, ça marchait assez bien pour que ça fonctionne tout seul. De l'appui bancaire un petit peu pour parce que vous avez une équipe de 40 personnes, c'est quand même, il faut de l'activité pour la faire vivre toute l'année. Il y a des fins de mois un peu plus difficiles, mais voilà, donc mais voilà, on est en 2 gros rendez-vous, plus 2-3 petits, plus quelques rendez-vous à l'étranger, en région, ça allait. Et tu l'as abordé un peu avant, mais tu as fini par vendre le salon. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus du coup les salons? Oui. Enfin, pardon, c'est vrai que j'utilise le cheval de Troie. Oh là là, mais on est d'accord, c'est la petite famille. Le c'était 50% de chiffre d'affaires. Ouais. Tu disais un peu pourquoi à un moment donné tu sens que c'était ce moment-là où il fallait. Est-ce que c'était une démarche proactive de ta part ou est-ce qu'on est venu te solliciter et tu t'es dit on arrête? On est sollicité de toutes parts, et puis en fait on a cédé on avait un projet vraiment intéressant avec Comexposium, porté par un directeur général très entreprenant qui s'appelle Valérie Ligné, et on songeait effectivement à dupliquer la chose à l'étranger. Enfin, il y avait vraiment des projets assez lourds. Et il y avait une condition par contre de rachat, c'est que l'équipe reste. Moi, très bien. Et moi, j'avais plus les moyens de financer ça. Pour le coup, pour passer cette étape-là, il a vraiment fallu la financer pour de vrai. Et là, puis bon, moi, je m'étais invité dans le du salon sans trop connaître les fondamentaux. J'appréciais de m'approcher de professionnels du sujet. Bon, puis là, il s'est passé quelque chose d'absolument inattendu. Après 1 an et demi après le rachat, le patron de l'entreprise est décédé. Et ça, vous pouvez écrire le business plan que vous voulez. Il y a comme des choses dans la vie qui se passent et qui sont absolument inattendues. Et il a été remplacé par Renaud Ahmed, qui avait une vision tout à fait différente en fait, du management général du Comexposium, et qui a donc réorganisé les choses tout à fait différemment. Le directeur général à qui j'avais négocié le rachat est parti lui aussi, et bon, donc on a compris, voilà, puis peu à peu, les forces sont montées sur Paris, et voilà, il s'est passé différentes choses, et bon, en 2012, moi je suis parti parce que là, clairement, j'étais plus dans le projet, et c'était fini. Et tu n'as plus envie de remonter d'autres salons? D'abord, j'avais une clause de non-concurrence. Sévère. Et puis voilà, et puis puisque j'avais... ouais, voilà, quand on a fait ça pendant 10 ans à fond, voilà, c'est bien. Enfin, si, j'avais pris beaucoup de choses sur e-commerce one-to-one à Monaco parce que c'est un modèle différent. Et un modèle vraiment pertinent, intéressant et qui marche très bien. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, non, je ne me relance pas sur le sujet, mais je trouve beaucoup d'intérêt, je trouve beaucoup d'intérêt à accompagner des startups. C'est très compliqué,
des fois, c'est. Puis, ouais, puis, mais voilà, c'est en ce moment, voilà, je suis là-dessus. Et me retrouve toutes les problématiques, effectivement, d'entrepreneuriat que j'ai pu avoir sur mes salons. Mais justement, là, je suis sorti de truc et je la garde de votre fin. Je les accompagne. Voilà, il faut bien faire ça, et là, il faut y aller, là, il faut se calmer, là, faut. Donc, c'est un rôle vraiment intéressant. C'est vraiment très risqué, quoi. C'est beaucoup, et c'est énormément de travail, énormément d'énergie, mais c'est très risqué. J'ai 2-3 petites questions plus personnelles, mais du coup qui seront très, très utiles certainement aux startups que tu accompagnes. J'ai envie de dire, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un révélateur personnel? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on se découvre différent dans ce parcours de ce qu'on croyait être au départ par rapport à son projet de vie ou la manière dont on se définit. Et j'ai une autre question qui est liée. Est-ce qu'il y a eu des moments où tes valeurs personnelles pouvaient être en conflit avec des décisions que tu devais prendre? Et si ça t'est arrivé, du coup, comment on résout ça? Tu avais beaucoup de questions en une, mais... Non, moi, sur l'énergie qu'il y a déployée sur ce genre de projet, c'est tellement ma façon de fonctionner depuis que je suis dans mon professionnel que ça ne m'a jamais dérangé, en fait. Donc, parce que malheureusement, quand on a ce genre de projet, il n'y a pas de vacances, quoi. C'est 24-24. Ouais, combien de vacances j'ai sabordé, quoi. Pour revenir, gérer des trucs. Ça a été assez dur pendant 4-5 ans. À la fin, en plus, c'est sympa, mes commerces Paris, ça a lieu début septembre, mi-septembre. Et malheureusement, c'est juste avant les vacances. Après. Donc pendant que les gens sont en vacances, vous bossez pour faire en sorte que tout aille bien. Donc, oui. Il faut bien tenir l'économie en été, hein. On partait 15 jours, et 15 jours, c'est un bonheur, quoi. Donc, bon. Hormis, donc il faut énormément d'énergie, mais ça me dérange pas, ça a toujours été mon caractère. Le point que j'ai découvert un petit peu dans la bataille, c'est la partie relations humaines, quoi. 40 personnes avec vous, c'est autant de relations avec 40 personnes, et vous tombez sur le dos, sur le rôle de patron. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Avec tout un tas d'attentes, d'espérances, de choses. Et ça, on n'est pas formé à ça, quoi. Je ne sais pas ce qui forme à ça, hormis le fait de le faire, quoi, hein. Donc, ou le management. C'est étonnant de ce qu'on peut dire de votre dos sur vos pratiques. Alors, vous tentez que de faire le mieux quoi, possible, quoi, en termes de salaire, en termes de plein de choses. Et voilà, ça, c'est le rôle le plus compliqué. C'est marrant parce qu'un jour, je suis monté dans un TGV avec je pense sur un copain qui a lui 300 salariés. Et il m'a dit, depuis que je suis revenu 300, j'ai 10 patrons, et c'est génial. Parce que c'est eux qui gèrent, donc ces îlots de compétences, c'est eux qui gèrent les personnes. Et moi, je gère que. Et eux, je sais ce que eux, c'est que des chiffres. C'est très. Ces deux relations, c'est plus simple, quoi. Et depuis que j'ai coupé avec les équipes de terrain, vraiment, j'ai plus ça à gérer, c'est vraiment du bonheur. Je le comprends. J'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Est-ce que tu as, toi, à titre personnel, des modèles ou des histoires ou des personnalités qui t'inspirent ou qui t'inspiraient, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, ou c'est pas du tout ton fonctionnement? Non. Non, j'ai pas de modèle particulier. Qu'est-ce qui t'inspirait? D'où tu cherchais, je veux dire, ton inspiration, elle venait d'où? Non, ce qui me bluffait au quotidien, c'est plutôt le recul que pouvaient avoir certains de mes experts proches, notamment Philippe Brun, là, par exemple, sur la gestion d'une boîte. C'était tellement... et vous êtes dans le quotidien, dans les actes de trucs, bon. Puis un jour, vous levez la tête, et lui, il est là, et puis il dit, voilà ce qui se passe, chez toi, il se passe ça. C'est comme une espèce de médecin permanent, quoi, qui sait qualifier. Et bon, et ça, c'est génial, quoi, d'avoir cet éclairage quotidien avec vous, qui vous suit, puis qui constate que ça avance, que ça recule, qui vous signale. Alors, c'est pas un modèle, quoi, mais c'est une compétence remarquable, quoi, en fait, qu'on a avec soi, et ça fait du bien. Donc c'est plus des gens proches, en fait, oui. Par rapport à des schémas ou des... Et en tant que journaliste, ou ancien journaliste, du coup, est-ce que toi-même, tu piochais dans les médias autres, des histoires, des témoignages, des success stories qui t'inspiraient ou pas? Bien sûr. Oui,
C'est bon, parce que, oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il t'inspirait dans le sens où qui, du coup, pouvait vraiment présider à une décision que tu as prise, parce qu'en écoutant un tel ou en lisant ça, tu te dis, ça, tiens, voilà, concrètement, ça me donne une vraie idée où je vais en faire quelque chose. Dans l'histoire du business, il y a l'histoire parallèle du JDN. Oui. Parce que nous, on est en 95, elle en 96. Je dis elle parce que c'est une femme qui a dirigé ça, Corinne Delaporte. Et ça a été ma principale concurrente, oui, mais aiguillon aussi, quoi. Parce que voilà, on a lancé e-business, donc la lettre en 96, et je crois que c'était l'année où elle a lancé sa lettre stratégie internet, je crois. Sur un modèle très différent, beaucoup moins cher que nous, enfin bon, elle a fait tout un tas de choses, et puis après, elle a lancé le premier portail, donc journal gratuit. Oula! Et avec des gens compétents qui écrivaient dedans, donc oui, c'était le début de la presse. Et c'est bon, je l'ai revu il y a très peu de temps, parce qu'on se voyait, on était concurrents, mais on était tellement peu nombreux en fait dans ce moment-là au début que bon. Et je l'ai vu récemment et c'est très très sympa. C'est qu'on rencontre vraiment, on a refait un peu le parcours. Et voilà, si c'était pas un modèle, mais c'était un aiguillon par contre, un aiguillon clairement quotidien. Parce qu'elle faisait aussi des conférences, elle avait un modèle de conférence formation très très élaboré qui fonctionnait très bien aussi. Non, c'est bien d'avoir de la concurrence. On le dit, mais quand on l'a pour de vrai, c'est sympa. Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Non, on soutenait même des fois. Et pour conclure, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu aimerais transmettre, peut-être aux startups que tu accompagnes, mais aussi à des jeunes, pas forcément entrepreneurs d'ailleurs, de tout ce que tu as tiré de ces années-là ou de cette aventure-là? Il faut avoir du jus, il faut savoir que c'est un tunnel, enfin, vous partez pour 10 ans, quoi. Ça marche pas forcément comme ça pour tout le monde. Hein. Toujours, mon camarade Philippe m'a dit une chose très vraie, quand même, toujours, il me dit, de toute façon, ça c'est des projets 369. Il faut 3 ans pour mettre au point, pardon. Non, c'est bon. La caméra ne s'est pas effondrée. Il faut 3 ans pour mettre au point un produit, 3 ans pour apprendre à le vendre, et après, quand on sait le vendre, 3 ans pour tirer les marrons. Pour vraiment... Et quand ce cycle de 9 ans est terminé, souvent, en fait, il faut changer assez bon. Parce que l'étape suivante, c'est... Bon, vous l'imaginez aussi, mais c'est souvent plus gros et plus compliqué. Voilà, ça c'est... Donc c'est 3 chiffres, 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ton conseil. Exactement. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Non, ça a été beaucoup de bonheur un peu a posteriori, quoi. Énormément de travail au quotidien. On ne fait pas assez attention à la finance, typiquement. Je pense que j'ai découvert ça sur la fin de l'expérience, que d'avoir une gestion financière extrêmement rigoureuse, c'est vraiment c'est un bonheur quand c'est bien porté et quand c'est bien fait, et puis c'est extrêmement utile. Maintenant, il faut quand même avoir du volume de chiffre d'affaires pour le faire. Si j'ai une question subsidiaire, du coup. Tu parlais des personnes clés qui t'ont accompagné. Oui. Comment on les trouve, les personnes clés? Bizarrement, elles viennent à soi. Ah. Ça, oui, non, mais c'est pas anodin, parce que c'est vrai que parfois, c'est pas forcément des gens que tu connaissais avant. Non, du tout, non. Donc, comment a posteriori, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à nous, qui étaient les bonnes personnes. Sur la partie marketing, Sam Gonzalez, par exemple, un jeune, il avait 21, 22 ans, bon, il est venu. Alors, c'est bon, et ça s'est très bien passé pendant 4-5 ans. Et il a vraiment apporté beaucoup de choses, beaucoup d'énergie sur son sujet. Ouais. Donc, non, les gens qui viennent à vous, il faut y faire beaucoup plus attention que j'imaginais. C'est important. Parce que voilà, souvent ils ont une envie précise par rapport au projet, alors qui peut être stupide, hein, mais bon, ça va vite, mais qui peut être tout à fait pertinente, et il ne faut pas hésiter. Ce sont les meilleurs recrutements. Merci beaucoup, Alain. Ouais.